Bien, merci beaucoup pour cette invitation. C'est la deuxième fois que je viens pour les Utopiales. Je crois que la première fois, c'était, si ma mémoire est bonne, en 2015 ou peut-être 2016. Et j'ai toujours plaisir à venir rue Cadet, un lieu que je fréquente en ami régulièrement. Et d'autant plus aujourd'hui pour parler d'un sujet qui occupe et préoccupe bien sûr de longue date la franc-maçonnerie, mais qui est aussi un sujet de préoccupation qui devient une préoccupation qui devient aujourd'hui dramatique au sens propre du terme dans notre débat public pour les républicains, les citoyens que nous sommes. Et c'est évidemment de ce drame que nous vivons, pour ne pas dire de la tragédie que nous vivons aujourd'hui, de la remise en cause de l'universalisme par bien des moyens, par bien des aspects, par bien des biais, que je voudrais parler aujourd'hui à partir de cette idée, de cette description plus exactement de notre monde que j'appelle l'âge identitaire dans lequel, à mes yeux, nous sommes entrés de plein pied depuis maintenant des années. Il n'y a pas de date précise, évidemment. C'est un processus. Je vais en dire un mot très rapidement, ce n'est pas l'objet propre de cette conférence, mais un monde donc de l'âge identitaire dans lequel nous sommes entrés de plein pied et qui induit, qui provoque des bouleversements considérables de notre manière de comprendre ce que j'appellerais notre commun, de comprendre la politique, la manière dont nous l'observons bien sûr, mais aussi dont nous la pratiquons en citoyens, la manière dont ce qu'on appelle dans la science politique nos comportements politiques, nos opinions politiques, nos déterminants politiques sont transformés, bouleversés par ce nouvel âge dans lequel sont entrées l'ensemble des grandes sociétés, on disait avant modernes, occidentales, mais enfin toutes les sociétés, c'est aussi un des effets de la mondialisation, sont aujourd'hui entrées dans cet âge identitaire. Et pour répondre à la commande du jour, je voudrais voir combien, dans cet âge identitaire, l'universalisme, notre universalisme, est mis à mal. Quand je dis notre universalisme, Philippe Reynaud l'a évoqué, c'est bien sûr cette particularité, cette spécificité française qui nous a conduit à en faire un élément de ce commun, au moins depuis la Révolution, mais c'est aussi un universalisme, et c'est par là que je commencerai, qui n'est pas une spécificité ou une singularité française simplement, qui est aussi une aspiration qu'on retrouve, qu'on rencontre chez de nombreux habitants de notre commune humanité, si vous voulez. Donc il faut bien voir qu'il y a dans l'idée d'universalisme pas seulement une sorte d'idéologie française, comme aurait dit Bernard-Henri Lévy, pour la critiquer, vous savez, dans son ouvrage du même titre, il y a maintenant 40 ans, si je ne me trompe, mais il y a dans le monde des aspirations à cet universalisme qui font qu'il a une forme de réalité au-delà de ce qu'en ont fait les Français qui se le sont non pas appropriés, mais qui l'ont développé, proclamé, développé, enrichi à partir du moment fondateur de la Révolution française. Alors, j'organiserai mon propos en 4 mouvements, 4 temps, si vous voulez. Un premier temps sur
le retour sur ce que c'est que l'universalisme, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais finalement, on ne l'a pas véritablement défini. On n'en a pas cerné, du moins, les contours. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais il me semble important de revenir quand même sur quelques éléments. Dans un deuxième temps, je parlerai de sa remise en cause, justement, quelles sont les caractéristiques de cette remise en cause à l'âge identitaire, et c'est là que je dirai quelques mots sur ce qu'est l'âge identitaire à mes yeux, pour ensuite évoquer les conséquences de cette remise en cause sur ce que j'appelle notre commun, et sur sa déstructuration, et les risques encourus, qui ne sont pas simplement intellectuels, qui ne sont pas simplement l'objet de discussions, de débats comme ceux que nous tenons cet après-midi. Pour finir, dans un quatrième temps, par revenir sur ce que l'on pourrait appeler le problème du modèle français, de cette manière de se projeter à partir d'une particularité, d'une singularité, vers cet universalisme et d'en avoir fait l'un des fondements du modèle, de notre propre singularité. Donc, cette circularité que j'interrogerai pour terminer par rapport, ça a déjà été évoqué, notamment à la spécificité d'un monde qui n'est plus accueillant pour cette singularité, cette spécificité, notamment à travers donc, ce qui a été dit sur la mondialisation, sur les formes, peu importe le terme ici, libéral, néolibéral, anglo-saxonne, etc. Vous voyez à quoi je fais référence. Alors, l'universalisme, d'abord, simplement pour bien préciser de quoi il est question ici, l'universalisme, ce n'est pas, ne se résume pas à sa définition, la définition que nous en donnons le plus aisément, l'universalisme que l'on pourrait appeler moderne, celui qui est né de la philosophie des Lumières et de l'évolution à partir du XVIe et du XVIIe siècle de cette mise en place de la modernité, avec la montée en puissance de l'individu comme figure centrale de cette modernité, avec les droits de l'homme auxquels il a été fait allusion par Philippe Reynaud juste avant, eh bien, l'universalisme n'est pas simplement la production de ce moment, même si c'est celui auquel nous nous référons et qui est aujourd'hui en cause. Cet universalisme des Lumières, je le dirais de cette manière, au moment même des Lumières et pendant la Révolution française, il a été contesté et mis en cause par deux autres formes, si vous voulez, qui se sont réclamées d'une forme aussi d'universalisme, ou du moins d'universel. Et c'est la première d'entre elles, l'universalisme qui vient des religions monothéistes, et notamment évidemment du christianisme, qui a posé le sens même de l'universel bien avant l'universalisme moderne. Et les relations entre les deux, évidemment, sont étroites, conflictuelles et étroites. Je n'y consacre évidemment pas de temps ici, mais elles doivent être interrogées. Car dans l'universalisme, disons, chrétien, tel que par exemple le définit saint Paul, quand il dit il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, c'est dans l'épître aux Galates qu'il dit cela, il proclame, comme l'avait fait le judaïsme à partir du temps des prophètes, mais évidemment plus encore spécifiquement dans le christianisme, comme le fera un peu plus tard l'islam, à partir du 7e siècle, eh bien, qu'est-ce qu'il proclame? Il proclame l'universalité fondée sur la vérité révélée par l'existence d'un Dieu unique, créateur de toutes choses, et qui permet évidemment de légitimer, de justifier un prosélytisme religieux, la conversion, de gré ou de force, des incroyants à la vérité de Dieu. Et cet universalisme-là, on peut le nommer, je reprends cette appellation d'un philosophe américain contemporain qui s'appelle Michael Walzer, on peut le nommer un universalisme de surplomb.
l'universalisme du surplomb parce qu'il vient, si vous voulez, s'imposer aux hommes, sans leur demander leur avis. C'est l'universalisme qui part du haut et qui leur impose à l'humanité, impose aux hommes la loi. Cet universalisme, ce n'est pas celui des Lumières et de la Révolution française. Et il y a eu évidemment un conflit entre les deux, une contestation de ceux qui croyaient dans cette forme universelle, dans ce rapport particulier à la vérité, évidemment par rapport à l'émancipation que représentait le détachement d'avec cette vérité à travers les Lumières. Deuxième élément de contestation, il y a eu au sein même des Lumières, ça a été aussi évoqué précédemment, dans la pluralité, si vous voulez, des Lumières et dans la complexité du phénomène des Lumières, à l'intérieur même des Lumières, la naissance d'un anti-universalisme, qui n'est plus la contestation au nom d'un autre universalisme, mais d'un anti-universalisme qu'on pourrait appeler déjà, alors on l'a appelé à l'époque un historicisme, il y a beaucoup de mots qui ont été employés, mais qu'on pourrait appeler simplement, et c'est déjà une polarité entre l'universalisme et le relativisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des cultures différentes, comme il y a des hommes différents, des sociétés différentes, et qu'il faut les reconnaître pour ce qu'ils sont, en ce qu'ils sont. On le trouve dans les débuts de cette philosophie qui naît en Allemagne en particulier, qu'on va bientôt appeler le romantisme, chez un auteur, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, au XVIIIe siècle, Johannes Herder, qui est un des premiers penseurs de cette différenciation. Alors évidemment, ça ne date pas de ce moment, il y a déjà eu des approches relativistes, on se souvient évidemment de Montaigne, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage bien avant, mais enfin c'est à partir de là, au cœur des Lumières, que cette pièce, si vous voulez, à trois, se met en place, l'universalisme de la religion, pour aller vite, révélée, si vous voulez, religion au sens des monothéismes tels qu'on les entend couramment, le relativisme, en particulier culturaliste, à partir de la différence culturelle, et puis l'universalisme tel que nous, on l'entend, tel qu'on l'a développé depuis 2 siècles. Cet universalisme, si je l'oppose à l'universalisme de surplomb des chrétiens, on peut l'appeler, toujours avec ce philosophe américain Michael Walzer, on peut l'appeler un universalisme non plus de surplomb, mais réitératif. Réitératif, ça veut dire qu'on retrouve des valeurs universelles, on retrouve des éléments d'une communauté humaine au-delà des frontières, des cultures, des langues, des traditions, etc., des religions et des croyances, dans chaque société humaine, dans chaque élément de l'humanité, si vous voulez, dans chacun des éléments de l'humanité, partout dans le monde. Et donc, l'universalisme est réitéré parce que ces valeurs, ces aspirations, ces possibilités d'une vie en commun sont les mêmes, quelles que soient les sociétés. Et il y a là un fondement absolument essentiel de notre universalisme, qui n'est plus en surplomb, mais qui vient de l'expérience humaine et de l'humanisme lui-même. Or, et c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est cet universalisme-là, pas l'universalisme religieux de surplomb, évidemment, on va le voir, pas le relativisme culturel, bien sûr, mais cet universalisme des Lumières, cet universalisme de la commune humanité, venu de l'humanisme, qui est aujourd'hui remis en question à l'âge identitaire. Et il est remis en question par différents moyens que je vais rapidement brosser. D'abord, et je pense que c'est l'essentiel, j'ai peu de temps, donc j'y consacrerai le temps que j'ai sur ce point, il y a une forme de retournement des outils de l'universalisme des Lumières, des outils de l'émancipation, de cet humanisme qui s'est développé à partir de ce moment-là, contre l'universalisme et l'humanisme lui-même. Je crois que c'est dans ce retournement de ces outils qu'il faut voir le principal danger
car l'universalisme de surplomb religieux de la vérité révélée, bien sûr qu'il est présent aujourd'hui, ce n'est plus tant le christianisme qui est menaçant, bien sûr, que les formes radicalisées à l'intérieur de l'autre grand monothéisme prosélyte qu'est l'islam, mais on les connaît, on les combat en partie, on sait qu'il y a là, non pas peut-être un choc de civilisation, comme l'a dit Samuel Huntington, mais du moins un affrontement auquel on est aujourd'hui, et plus encore depuis quelques années, depuis que cet affrontement est venu tuer jusque à nos portes, on sait que cet affrontement est là, qu'il existe et qu'il y a un enjeu. Et dans cet affrontement, il faut raison garder et ne pas jeter le bébé de l'islam, des musulmans surtout, avec l'eau du bain islamiste, vous le savez. Mais ce n'est pas là le danger principal, parce que celui-là, on le connaît, même si certains refusent de le voir et restent aveuglés, bien sûr, et c'est un combat quotidien que nous sommes nombreux à mener. Mais le danger, c'est à l'intérieur même de notre société, à l'intérieur même de ce qui fait normalement notre universalisme, que l'âge identitaire vient poser peu à peu des coins et mettre en difficulté l'universalisme et ceux qui s'en réclament et le défendent. Je parlais de retournement de ces outils, qu'on songe par exemple à l'usage qui est fait des droits de l'homme, qu'on songe à l'usage qui est fait des droits des minorités, qu'on songe à l'usage qui est fait de la tolérance et de la belle idée de tolérance, qu'on songe à l'usage qui est fait de l'idée de pluralisme, des opinions, des valeurs. Aujourd'hui, quand tout cela est mis au service d'identités particulières, d'identités spécifiques, qui exigent, au nom des droits de l'homme, au nom de la tolérance, qui exigent, au nom du pluralisme, de se voir reconnu comme tel et, à ce titre de la reconnaissance, de refuser toute critique sur ce qu'elles sont, sur les effets qu'elles peuvent produire en particulier, là, on a un retournement de nos propres, appelons ça valeurs, j'aime pas beaucoup le terme, mais peu importe, de nos propres valeurs contre nous-mêmes. Et on voit aujourd'hui, pour prendre un exemple plus concret, par exemple, dans les procès, devant la justice, on voit bien l'usage qui est fait aujourd'hui des droits, du droit, contre l'idée même d'un commun, contre l'idée même de cet humanisme commun et de cet universalisme qui, normalement, nous unit, au nom de spécificités identitaires. L'âge identitaire, c'est cela, de spécificités identitaires, c'est-à-dire qui mettent en avant la différence par rapport à ce qui est commun entre des hommes et des groupes d'individus, qui mettent en avant, donc c'est ce qu'on pourrait appeler le différentialisme, ce sont des termes un peu compliqués, mais qui désormais sont couramment utilisés dans ces débats, qui mettent en avant l'essentialisme, c'est-à-dire l'essence d'une identité propre. Alors qu'est-ce que c'est ces identités dont je parle depuis tout à l'heure? On en parle aussi de plus en plus. Ça peut être bien sûr des identités de race ou d'ethnie, ethno-raciale, comme on dit dans les débats qui nous viennent d'outre-Atlantique. Ça peut être des identités qu'on appelle de genre aujourd'hui, c'est-à-dire qui définissent le genre de chaque individu, non plus en fonction d'une binarité entre hommes et femmes, entre mâles et femelles, mais avec toute une possibilité, tout un champ des possibles ouvertes, où chacun, au nom de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, et en cela il n'y a pas de critique à faire, ça peut être légitime, impose aux autres une manière d'être vu, perçu, appelé, nommé dans l'espace public, avec évidemment d'énormes difficultés par rapport à l'état civil,
des difficultés par rapport aux politiques publiques, de reconnaissance mutuelle, etc. Ça peut être aussi des questions liées à l'orientation sexuelle, évidemment. Ça peut être lié aussi à des choses plus classiques, comme le régionalisme, et bien sûr à la religion. Donc on a des formes de radicalisation de la revendication de certains critères de l'identité d'individus et de groupes qui sont mis en avant et utilisés politiquement par des groupes, des associations, ça peut être des partis, peu importe, ça peut être dans le monde intellectuel, à l'université en particulier. Nous avons beaucoup connu ça ces dernières années et ça se développe énormément, des revendications de ce genre au sein même de la connaissance, au sein même de ce qu'on appelle les sciences sociales, donc des revendications qui viennent mettre en avant des spécificités de l'identité de chacun au nom de discrimination, au nom d'une histoire de dominée, etc., etc. Vous voyez à quoi je fais allusion. Eh bien, l'idée qu'il y a là, dans ces différences essentialisées, c'est, on peut le résumer par deux éléments, toute opinion est légitime en soi dès lors qu'elle est émise. Toute identité, c'est le même élément celui-là, toute identité ou toute opinion, peu importe le champ que l'on retient, toute identité est légitime en soi dès lors qu'elle est proclamée. Elle doit être reconnue pour ce qu'elle est, en fonction de ce qui est dit par celui qui la revendique. Et il n'y a rien à lui dire, d'aucune manière, car il est légitime en tant que tel. Ce n'est plus la manière dont il peut s'intégrer au commun, ce n'est plus la manière dont il peut se projeter vers les autres qui comptent, dont il peut partager des éléments de la même humanité, c'est ce qu'il est pour ce qu'il est. Ou, quand c'est son opinion, l'opinion qu'il émet, comme si toute opinion, toute croyance, toute valeur était légitime en soi. Et finalement, la deuxième proposition, c'est que, si je reprends l'idée de l'opinion, toute opinion est vraie, on passe encore un cap, c'est pas seulement est légitime en tant que tel, mais toute opinion est vraie, c'est le relativisme par rapport à l'universalisme, toute opinion, sauf l'universalisme, qui serait évidemment la seule opinion fausse. Et là, on est au cœur du problème de la remise en cause de l'universalisme à l'âge identitaire. Alors, quelles conséquences, troisième élément, troisième moment, quelles conséquences de cette remise en cause sur notre monde commun et sur les efforts que l'on peut faire pour tenter de le maintenir ensemble? Alors, je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement un problème philosophique. On peut se poser comme ça, en y réfléchissant et en se lamentant sur les difficultés de l'universalisme. C'est un problème très pratique, très concret. C'est un problème politique, un problème social, un problème culturel au sens anthropologique du mot culture. Évidemment, un des principaux risques, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme. C'est-à-dire que ces critères d'identité mis en avant à travers des luttes politiques et sociales pour se voir reconnaître davantage de droits, pour se voir reconnaître davantage de représentation, etc., davantage de figuration dans la société, etc., dans les médias, enfin, vous voyez, tous ces débats récurrents. Le risque principal, c'est donc le communautarisme, c'est-à-dire que, et le mot peut être utilisé là à bon escient, il est utilisé un peu n'importe comment, mais là à bon escient, c'est-à-dire le risque d'une société dans laquelle la reconnaissance des uns et des autres ne passe plus que par l'acceptation des critères qui sont énoncés par les uns et les autres. C'est ça le point essentiel. C'est-à-dire que si l'on veut se voir reconnaître d'une certaine manière, il n'y a aucune autre manière d'être reconnu. Donc vous voyez évidemment le double tranchant et le risque considérable que cela peut poser. Et c'est la fameuse question, ça a été traité, je crois, ce matin dans un atelier, d'après ce que j'ai compris, la fameuse section de l'intersectionnalité, qui est un mot qui a été inventé au début des années 90 aux États-Unis, dans cette sociologie
non universaliste, on va l'appeler comme ça, pour essayer de... parce qu'ils ont bien vu, évidemment, ils ne sont pas complètement idiots, ils ont bien vu le problème, tous ces gens qui revendiquaient, qui étaient dans des mouvements de revendication féministes, de LGBT, de revendications ethno-raciales, etc., ils voyaient bien, évidemment, qu'il y avait des conflits. Ils voyaient bien, en particulier, que femmes et noirs posaient un problème. Je vous donne juste cet exemple. C'est à partir de cet exemple que va naître cette idée d'intersectionnalité pour essayer de rassembler des luttes. Hein, c'est l'intersectionnalité des luttes identitaires. C'est le procès, enfin les auditions pour la Cour suprême en 1989 du juge Clarence Thomas, qui est toujours juge à la Cour suprême aux États-Unis aujourd'hui. Juge Clarence Thomas, c'est un juge noir américain conservateur, très très conservateur, on dirait même réactionnaire au sens premier du terme, qui est nommé à l'époque par le président Bush père, le successeur de Reagan en 88. Et il passe des auditions devant le Sénat, devant le comité du Sénat qui est destiné à cela, pour être confirmé, que la nomination soit confirmée. Et dans ces auditions apparaît une jeune femme, Anita Hill, noire elle aussi, qui a travaillé avec le juge Clarence Thomas dans sa carrière passée, et qui vient dire qu'il l'a harcelée sexuellement. On est au début des affaires de harcèlement sexuel. Évidemment, là, on a deux Noirs, membres d'une minorité, au sens propre du multiculturalisme américain, donc revendiquant des droits par rapport à une histoire particulière, l'esclavage, la ségrégation, les droits civiques dans les années 60, vous savez. Et on a là deux Noirs qui s'opposent devant une commission essentiellement blanche. Et que va-t-il se passer? Apparaît le problème, notamment au sein de la minorité noire, du choix, et on va le voir dans des sondages, dans des prises de position publiques, du choix des Noirs de favoriser ou bien cette jeune femme, Anita Hill, qui va être soutenue par toutes les féministes blanches à cause du harcèlement sexuel, donc de favoriser cette jeune femme, de prendre le parti des femmes contre le harcèlement sexuel, et donc d'empêcher Clarence Thomas d'accéder évidemment à la Cour suprême, ou bien le choix de soutenir Clarence Thomas, malgré les soupçons de harcèlement sexuel qui pèsent sur lui. Eh bien, pratiquement 80%, selon les enquêtes de l'époque, des Noirs américains vont soutenir Clarence Thomas, femmes comprises. Les femmes noires ne vont pas jouer le jeu du féminisme, elles vont jouer le jeu de la race. Pourquoi? Parce que Clarence Thomas, c'est la garantie d'avoir un Noir à la Cour suprême, dans le poste le plus élevé possible à l'époque. On ne pensait pas encore à Obama, etc., évidemment. Et même s'il est conservateur, contre l'avortement, etc., etc. Et en l'occurrence, que pèsent sur lui des soupçons de harcèlement sexuel. Et c'est à partir de là qu'une sociologue américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw va inventer cette idée d'intersectionnalité pour essayer de recoller les morceaux et que les Noirs et les femmes puissent quand même, et les féministes, puissent quand même se battre ensemble. Et même chose avec les homosexuels, etc. etc. Vous voyez le problème. Donc la question là est particulièrement bien cernée. Évidemment, le risque, c'est le conflit identitaire, le communautarisme et cette division, cette sissiparité continue au nom de l'identité risque de déboucher sur un conflit et des formes insolubles de décisions publiques et communes. Et une partie de notre problème aujourd'hui qu'on impute à la représentation, le problème de la démocratie représentative, la crise de notre démocratie sous cet aspect représentatif, on voit bien, est lié, pas uniquement, mais est lié en partie à cette question de la revendication permanente d'identité spécifique qui ne se rattache plus à une idée commune, à quelque chose qui dépasse les identités des uns et des autres. Alors, dernier élément, les conséquences et le problème de ce qu'on pourrait appeler notre modèle français. Modèle d'inspiration universaliste, même si évidemment, dans l'histoire depuis 2 siècles, il n'y a pas eu que des universalistes en France, bien sûr. On pourrait citer
de nombreux critiques de l'idée universaliste, aussi bien à droite, très à droite, qu'à gauche, et très à gauche, mais enfin, il y a une spécificité, une singularité. Cette singularité, cette spécificité, pourquoi elle est intéressante aujourd'hui? Parce qu'elle est attaquée, remise en cause, elle est critiquée de manière extrêmement forte et constante, à la fois, évidemment, dans notre société, par ceux qui refusent, au nom de la religion, au nom d'un autre universalisme, on reprend ce que je disais au début, au nom des formes différentes de différentialisme, de relativisme, etc., de ce communautarisme dont je parlais à l'instant, ce qu'on appelle aussi le multiculturalisme, peu importe les termes ici, de tous ceux qui critiquent l'universalisme, et c'est évidemment particulièrement tragique à gauche. Je parlais de drame tout à l'heure, le drame est redoublé pour la gauche, car historiquement, la gauche a défendu cet universalisme. Ça a été sa matrice historico-politique. Et on le voyait évidemment à travers le combat laïque, on le voyait à travers le combat scolaire, on le voyait à travers un certain nombre d'éléments structurants de ce qui faisait le clivage fondamental entre la gauche et la droite, au-delà simplement des politiques économiques, bien sûr, qui elles aussi reflétaient en partie cette conception universelle de l'homme à travers l'élément de la solidarité en particulier. Mais la difficulté, le drame dont je parlais au début est redoublé quand il s'agit de la gauche, bien évidemment. Et on a aujourd'hui une gauche identitaire qui part constamment à l'assaut de l'universalisme, et à travers l'universalisme, parce qu'on n'en parle jamais sous ces termes, évidemment, mais à travers cet universalisme, à l'assaut du modèle, de notre modèle particulier commun français. Ce modèle français particulier, cette singularité française reposant sur cet universalisme humaniste dont je parlais au début, il est également remis en cause, et là c'est la principale difficulté, car nous aurions que nos différentialistes, que nos essentialistes à nous à combattre, on s'en débrouillerait, on l'a toujours fait depuis la Révolution française, et on a gagné quelques batailles, mais enfin, aujourd'hui, ils sont aidés par le monde et par l'évolution d'un monde plongé et lui aussi entré de plein pied dans l'âge identitaire. Un monde dans lequel les conceptions générales, les visions du monde, à travers lesquelles les grandes idées, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, les grandes conceptions anthropologiques, les grandes visions et les grandes théories dans les sciences sociales, etc., sont proprement anti-universalistes et se déploient sous de très nombreux aspects par différents moyens à travers les médias. Qu'on songe par exemple, je donne un exemple là de mes propos un peu abstraits, mais qu'on songe par exemple aux représentations culturelles qui sont les nôtres aujourd'hui à travers la culture de masse mondialisée des entreprises de spectacles de télévision, dans les séries, dans le cinéma, dans la musique, évidemment à travers les grands opérateurs d'Internet, du numérique américain. On voit bien sur quelle valeur repose toute cette industrie. Ce n'est pas l'universalisme. Le seul universalisme, c'est celui de l'unification du marché des individus, de sociétés, de communautés d'individus. La segmentation, par exemple, je prends un exemple très précis. Certains d'entre vous connaissent certainement l'entreprise qui délivre en ligne des contenus, en streaming, comme on dit en bon français, des films ou des séries qui s'appellent Netflix. Bon. Qui donne donc, on peut regarder des séries et des films en ligne directement. Eh bien, il y a une logique absolument extraordinaire de segmentation du marché, c'est-à-dire que la technique, le numérique, permet aujourd'hui quasiment
de cibler, de fabriquer des séries, de produire des séries avec des moyens considérables pour des niches, pour des publics spécifiques. Donc Netflix a entrepris, par exemple, de produire des séries dans tous les pays, là où il y a des marchés solvables, en produisant des séries avec des auteurs locaux, des acteurs locaux reconnus par le public, etc., pour attirer le public local vers la plateforme globale et ensuite donc lui vendre évidemment tout le contenu de la plateforme. Donc vous avez, et c'est d'ailleurs des très très bonnes séries pour ceux qui connaissent un peu en ce moment, vous avez des séries, par exemple la série brésilienne qui s'appelle O Mecanismo, qui est la série sur le scandale Petrobras qui a conduit aux ennuis de Lula, dans lequel on voit le juge qui a mis en difficulté et en accusation Lula, qui est aujourd'hui ministre de la Justice dans le gouvernement de Bolsonaro. Donc on a des séries comme ça pour chaque pays, pour chaque culture. Le succès mondial de la série espagnole La Casa del Papel a été absolument fondé sur cette idée. Donc on part du spécifique du local et on globalise avec une idée du marché. Eh bien ça, on pourrait considérer que c'est une forme d'universel. On renvoie évidemment à ce qu'on disait avec Philippe Reynaud tout à l'heure dans la première conférence. Mais le problème que ça pose, et je conclurai là-dessus, c'est qu'il y a une difficulté par rapport à notre conception même de l'universel et au-delà de cette question de l'universel, de ce qui nous est commun, tel qu'on l'a développé dans le cadre, qui a bien été rappelé tout à l'heure par Philippe, du républicanisme à la française. Car ce républicanisme à la française, cette façon d'être présent au monde et d'avoir cette conception du monde comme un universel humain, humaniste, que nous avons développé et qui appartient spécifiquement à cette histoire française, eh bien, ce n'est pas la même conception de l'homme, de la liberté, du droit, que celui qui est développé par le libéralisme d'origine anglo-saxonne. Dans notre conception, ce qui compte et ce qui produit le commun, ce qui produit la communauté, et c'est pour ça qu'il faut faire attention au mot communautarisme, évidemment, la communauté, ce n'est pas le mal en soi, c'est la dérive et l'usage communautariste de la communauté qui est un problème. La communauté qui est celle de notre commun républicain, de notre universel républicain, pardon, les termes ici évidemment se recoupent, eh bien, c'est la communauté des citoyens. Ce n'est pas, et c'est intéressant d'ailleurs que le président de la République ait employé cette expression dans sa conférence de presse, si vous vous en souvenez, ce n'est pas la société des individus. Ce n'est pas la société qui, pour les libéraux, est la place du marché. Les libéraux du XVIIIe siècle appelaient la société civile, la civil society, la marketplace society, la société de la place du marché. Donc notre conception de la manière d'être ensemble et d'être au monde, c'est une conception qui détache l'individu de lui-même en le projetant comme citoyen dans un espace qui n'est pas l'espace ni du privé, ni du marché, ni des relations intersubjectives tout à fait légitimes, ni des identités multiples que nous portons chacun et qu'on peut échanger, mixer, métisser, dont on peut se détacher précisément pour s'émanciper, auquel on peut se rattacher parce qu'on en a besoin à certains moments. Bien sûr, tout cela est légitime. Mais ce n'est pas ça la citoyenneté. La citoyenneté commune, c'est cette capacité de se détacher et de, si vous voulez, de faire un chemin ascendant vers précisément l'universel, vers précisément ce qui fait de nous, pas simplement des êtres humains parce qu'on serait les mêmes animaux de chair et d'os, mais parce que nous avons en commun, et je reviens à ce que je disais au début pour conclure, précisément des croyances, des manières d'être, des visions, des compréhensions du monde qui peuvent être partagées, quelle que soit notre langue, notre culture, notre religion, etc. Alors vous me direz, ça recoupe en partie l'universalisme des religions. Dans les religions, on a « tu ne tueras point », tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. Bien sûr, mais c'est bien au-delà de ça,
parce que les religions sont prêtes à tuer, sont prêtes à nier l'humanité d'une partie des hommes qui ne refuseraient d'adhérer à cette vérité. Ce n'est pas parce que c'est une vérité, c'est parce que c'est une expérience humaine, concrète, c'est universel. C'est-à-dire que partout dans le monde, nous pouvons repérer les mêmes aspirations, la même capacité de se dire que nous avons en commun quelque chose qui dépasse nos appartenances identitaires multiples, aussi légitimes soient-elles. Et parce que la France a fondé sa modernité, a fondé sa rupture historique au moment de la Révolution avec la société qui existait avant, en reprenant un certain nombre d'éléments. Il ne s'agit pas de dire que du jour au lendemain, ça a été un changement total de monde, etc., bien sûr. Mais parce qu'il y a eu cet acte fort, un acte profondément politique, eh bien, nous devons continuer, au nom de ce que nous sommes, et c'est toute l'ambiguïté et toute la beauté de l'universel, au nom de notre particularité dans l'universel, nous devons continuer de porter une vision différente de l'universalisme, même si nous sommes aujourd'hui très minoritaires, et peut-être, pour le dire d'une pirouette finale, peut-être devrons-nous faire valoir ce statut de minorité à l'âge identitaire pour défendre notre vision de l'universel. Je vous remercie.